Bonjour, bienvenue sur une vidéo qui vient compléter celle des présentations de factions sur l'âge des Vikings. Ce sera une vidéo qui va présenter les mercenaires et les intégrations possibles à l'intérieur des différentes factions de cet âge. Je vais, avant de vous parler des mercenaires, parler d'un équipement qui est accessible à toutes les factions, la bannière de guerre, qui permet d'améliorer nos unités et qui apporte un intérêt à toutes les bandes. On peut donc inclure une seule bannière de guerre dans notre bande. Elle peut être donnée à un guerrier, un garde ou à notre seigneur. Cette bannière va avoir plusieurs effets. Le porteur de la bannière va avoir une agressivité de 0, au tir comme au corps à corps. Donc ça c'est le petit défaut, la contrepartie, qui nous permet d'avoir quelques bonus. Le premier de ces bonus, c'est qu'au début de chaque phase d'activation du propriétaire, donc chacune de nos phases d'activation, pas de celle de l'adversaire, l'unité qui possède la bannière de guerre peut retirer une fatigue. Ça ne constitue pas une activation, rien du tout. Donc si on veut retirer 2 fatigues, il nous suffit de nous reposer juste après. Donc ça permet d'avoir une unité qui gère toute seule très bien sa fatigue. En plus de ça, on peut faire une activation qui est de nous rallier autour de la bannière. Et cette activation nous permet de nous défausser de toutes nos fatigues présentes sur l'unité. Que ce soit une unité de garde, de guerrier ou le seigneur. Évidemment, pour le seigneur, il y a une petite variante en fait. C'est que son agressivité passe à 5 au lieu de 8 normalement, durant les corps à corps, et à 1 durant les tirs. Donc il perd 3 points d'agressivité au tir et au corps à corps. Et ensuite, il a tous les bonus, de la bannière de guerre, c'est-à-dire le fait de retirer une fatigue au début de la phase d'activation et de se rallier pour retirer toutes ces fatigues. Il faut quand même noter que si on se rallie autour de la bannière, on ne pourra plus du tout activer cette unité durant ce tour. Il est aussi précisé que les unités légendaires et les mercenaires ne peuvent pas porter de bannière de guerre. Bon, c'est assez logique, les unités légendaires arrivant déjà avec tout leur lot de règles spéciales, et les mercenaires, étant donné que c'est déjà un ajout, ils arrivent aussi avec leur lot de règles spéciales, donc c'est pour pas... j'allais dire complexifier, mais en fait c'est pour éviter quelques abus sûrement et simplifier la gestion de cet équipement particulier. Mon avis, c'est que c'est très très bien. Alors particulièrement sur un groupe de 8 gardes, moi c'est ma préférée. Alors évidemment, on se passe des capacités d'un garde, des capacités de combat d'un de nos gardes. Il faudra voir à quel moment on fait péter la bannière, à quel moment c'est valable. Si on a besoin des dés d'attaque ou de la bannière. Mais bon, ça vous le verrez au ressenti en fonction de l'évolution de la partie. Ou alors sur un groupe de, j'allais dire 8, mais pourquoi pas 12 guerriers, même plus on est, plus on bénéficie de cet effet-là. Donc sur un groupe de 8, ça mange pas de pain en fait, parce qu'on perd qu'un seul dé en agressivité. Et on bénéficie de cette super bannière. Et ensuite, sur 12, c'est très bien. Voilà. Il y a peut-être le groupe de 4 gardes qui n'en bénéficie pas. Parce que ça fait quand même perdre 2 dés. Ça fait qu'on les laisse à 6 dés d'attaque seulement. À partir du moment où on en perd 1, ça fait plus que 4 dés d'attaque. Donc en fait, ça serait limite la bannière qui sauterait en premier. Donc je suis pas sûr que ça vaille le coup. Mais sinon, à partir de 6 gardes, je pense que c'est très bien.
d'en mettre une quand même. Donc à partir de 6 gardes ou de 8 guerriers, c'est rentable. Pour le seigneur, ce sera, je pense, toujours rentable. J'aime beaucoup, ça rend notre seigneur bien plus résilient, étant donné que sa survie va dépendre beaucoup du nombre de fatigues qu'il peut subir. Et ça nous permet vraiment de réduire ce nombre de fatigues. Il n'y a que le seigneur avec javelot, je pense, qui bénéficie très très peu de la bannière. Parce que il perd 3 points d'agressivité à distance. Et ça, c'est vraiment dommage. Passer de 4 à 1, ça rend le javelot inutile. Donc autant avoir un seigneur standard. Passer de 8 à 5, c'est pas si grave, étant donné la résistance que ça va nous apporter en compensation. Donc voilà mon avis sur la bannière de guerre. C'est très bien. Puis ça vous permet d'ajouter un super effet visuel à votre bande en général. C'est très joli les bannières. Avant de passer à la présentation des unités mercenaires, une petite généralité selon moi. Il y a 2 types d'unités. Il y a les héros et les unités classiques, entre guillemets, de guerriers, gardes et levées. La plupart du temps, voire tout le temps, ces unités sont meilleures que les unités classiques. En fait, elles arrivent avec un lot de règles supplémentaires sans forcément de malus en contrepartie. Donc elles seront presque 100% du temps supérieures. Pour compenser ça, ces unités ne peuvent pas bénéficier des capacités saga avancées. Donc c'est très pénalisant pour elles, mais en fait leurs règles inhérentes leur permettent de largement compenser ça. Ça fait qu'elles vont même bien souvent rentabiliser leur dés d'activation beaucoup mieux, étant donné qu'elles ont plus de puissance de frappe, plus de résistance, plus de petite capacité bonus qui fait des malus à l'adversaire ou ce genre de choses. Donc ça pourrait paraître déséquilibré, c'est ce que je pense. J'ai beaucoup de mal avec les mercenaires. Je comptais pas faire cette vidéo, mais en discutant avec certaines personnes du Discord Saga notamment, je me suis convaincu, enfin ils m'ont convaincu, je me suis convaincu aussi que ça serait quand même dommage de ne pas la faire, étant donné que ça fait quand même partie intégrante du bouquin et des règles, donc on ne peut pas forcément les négliger. Il y a une autre contrepartie qui je pense est indispensable, c'est le fait que ces unités rapportent beaucoup plus de points de massacre ou beaucoup moins de points de survie, ce qui fait que les prendre dans sa bande, même si elles vous donnent un avantage en termes de jeu, vous pénalise directement en points de victoire, surtout avec les points de survie en fait. Avec les points de massacre, il faut quand même arriver à les tuer, mais avec les points de survie, c'est très pénalisant d'en prendre une. Elle nous rapporte beaucoup moins qu'une unité normale. Donc elles sont plus fortes, elles vous améliorent largement la bande, elles vous donnent un net avantage. Par contre, il va falloir obligatoirement exploiter cet avantage pour gagner une victoire plus importante par rapport à l'adversaire. Sinon, vous vous retrouvez avec une égalité, voire avec une défaite, tout en ayant dominé la partie. Ce qui fait que c'est une partie des règles que je n'ai pas beaucoup explorées, mais qui, d'après les différents retours que j'ai pu recueillir, s'avère être plutôt équilibré, je pense. Voilà. Alors après, c'est normalement 50% de la bande. Je sais que beaucoup de gens qui font des tournois ou ce genre de choses en autorisent plutôt 1 point ou 2 points et guère plus. D'ailleurs, les unités légendaires sont bien souvent prohibées lors de tournois. Donc, c'est quand même à tempérer. Peut-être qu'on peut mieux affiner la chose, mais l'un dans l'autre, c'est bien foutu. Voilà.
On peut aussi noter que dans la fac, et je vais m'en servir pour la description, il y a un tableau de la fac de Saga l'Âge des Vikings qui indique dans quelles factions sont disponibles chaque unité de mercenaires. Donc je pense qu'il est indispensable de s'en servir. L'Âge des Vikings, c'était le premier supplément. Ils ne l'avaient pas encore mis en place, ils l'ont ensuite mis en place systématiquement pour les autres. Il faut bien avancer. Donc ils ont vu que c'était une bonne chose. Ils l'ont fait par la suite grâce à la fac et au boulot des développeurs qui mettent quand même beaucoup de choses en accès libre aux gens pour leur offrir une bonne expérience de jeu. Ils ont affiné la gestion des mercenaires et leur intégration dans les différentes bandes. Donc, je vais me servir de ce tableau et je vous invite à en faire de même. La première unité de mercenaires sont les Shield Maiden, je sais pas comment ça se dit. En tout cas, c'est une unité de femmes guerrières qui peuvent rejoindre différentes factions. Elles coûtent 1 point et elles sont composées de 6 figurines de guerriers. De guerrières pour le coup. Alors en équipement standard, avec quelques variantes. Une de ces figurines sera un porte-bannière, donc aura une bannière de guerre, avec les mêmes règles que la bannière de guerre. Et grâce à cette unité, vous pouvez avoir deux bannières de guerre dans votre bande. Une que vous attribuez comme vous voulez avec les règles classiques, et une qui fera partie de cette unité. Ensuite, le leader de la bande sera la Valkyrie, qui aura une agressivité de 4. Les autres ont une agressivité de guerrier classique, donc 1. Voilà, ça fait que même si elles sont 6 figurines avec une bannière de guerre, elles ont une agressivité équivalente à celle des guerriers. Et en plus, vu que la Valkyrie est la dernière figurine que l'on doit retirer, elle conserve cette agressivité bien plus longtemps. Tant qu'on a une seule figurine, on a une agressivité de 4. Tant que cette figurine est en vie, donc en fait, tant que cette unité est en vie, elle possède la règle spéciale détermination, ce qui fait que elle est très autonome et le dé qu'elle génère peut servir pour nos autres unités, alors que celle-ci se débrouillera toute seule grâce à cette détermination. En plus de ça, elle possède de grands boucliers qui leur accordent un couvert léger contre les tirs, ce qui en fait une unité très résistante finalement, même si elles ne sont que 6, elles sont aussi résistantes qu'une unité de guerrier classique, je pense. Et encore une règle, fierté, mais alors c'est une fierté différente de celle des héros habituels. Elles peuvent relancer tous leurs dés d'attaque et de défense quand elles combattent une unité qui a une meilleure armure qu'elles. Donc elles ont une armure de 4 au corps à corps et au tir. Donc en principe quand elles vont se battre contre des gardes. Et elles gagnent +1 à leur jet d'attaque et de défense quand elles combattent une unité qui a une valeur d'armure inférieure à elles. C'est-à-dire les levées ou les unités de guerriers équipées d'arcs, de javelots ou d'armes lourdes. Voilà. Si elles combattent d'autres guerriers en équipement standard, elles n'auront pas de bonus. Donc voilà, c'est une unité de guerrier très forte, bien plus forte qu'une unité classique, surtout grâce à la règle détermination. Elles sont très très bonnes donc. Elles peuvent être recrutées dans les bandes anglo-saxons, gallois, vikings, hiberno-nordiques et irlandais. À voir si vous voulez les prendre. Je pense qu'elles sont pertinentes dans à peu près toutes les bandes, même les anglo-saxons, parce qu'elles s'activent toutes seules avec détermination. Voilà. Il n'y a pas de défaut, c'est
du classique mercenaire, c'est très bien. Puis en plus, niveau modélisme, c'est chouette. Ça fait une bannière et une bande de femmes guerrières, donc c'est assez, comment dire, exceptionnel, voilà, atypique. La seconde unité de mercenaires, c'est le Jarl Sigvaldi. C'est un Jones Viking qu'on peut employer comme unité légendaire dans la faction des Jones Vikings, mais sinon on peut aussi l'employer en tant que mercenaire avec une unité de garde. Il vient lui plus 3 gardes pour 1 point. Il a quelques particularités. Il a lui-même une agressivité de 4, pardon, alors que les autres gardes ont une agressivité de 2, ce qui fait qu'il a une très bonne agressivité. Enfin, c'est comme s'il y avait un garde supplémentaire en agressivité, donc pour 1 point, c'est très bien. Et ensuite, sa règle particulière, c'est la fureur. Donc l'unité du Jarl commence la partie avec 2 points de fureur. Et ensuite, il faut faire attention à la fac, parce qu'elle a corrigé une des règles. Cette unité gagne 1 point de fureur à chaque fois qu'elle participe à un corps à corps, à chaque fois qu'elle subit un tir, à chaque fois qu'elle élimine une unité ennemie au corps à corps, de toute façon elle n'a pas d'arme à distance, et à chaque fois qu'elle subit une perte. Donc même si vous subissez 2 pertes d'un coup, vous allez gagner 2 points de fureur. Ensuite, donc à la fac, ce qui a été retiré, c'est de gagner 1 point de fureur au début de chaque tour. Celui-là, on ne le gagne plus. Au début de la phase d'activation du joueur qui contrôle cette unité, on peut dépenser entre 0 et 3 points de fureur, si on en a, pour avoir des effets bénéfiques. Donc c'est là où il va falloir gérer cette petite réserve supplémentaire avec cette unité, parce que lorsqu'on ne dépense aucun point de fureur, notre unité déjà ne gagne aucun bonus, et en plus de ça, si elle perd un corps à corps, ils nous trahissent et passent du côté de l'adversaire. Donc il faut s'assurer d'avoir toujours un point de fureur à dépenser par tour. Par contre, l'adversaire va se retrouver avec cette unité, avec laquelle il va devoir également faire attention de ne pas laisser 100 points de fureur, sinon il peut encore nous trahir. Voilà. Après, pour les points de massacre, etc., cette unité, elle compte toujours pour vous. Hein, je vous vois venir. Il faut pas exagérer non plus. Voilà. Ensuite, si on dépense 1 point, donc le minimum si on veut conserver notre unité, elle bénéficiera de la règle résistance et détermination, ce qui est super. Voilà, ça rend l'unité autonome, etc. Étant donné qu'on commence avec 2 pions de fureur, on peut au moins essayer d'en conserver le temps que les corps à corps commencent et tout ça. Donc c'est très bien, il ne va pas falloir hésiter à l'envoyer parce que si l'adversaire nous fait attendre, on va se retrouver sans aucun pion à dépenser et il ne manquerait plus qu'on perde un corps à corps pour perdre notre unité. Donc ensuite, si on dépense 2 pions de fureur, on bénéficie de résistance, détermination, et en plus, on a plus 1 sur nos jets d'attaque. Donc voilà, c'est encore mieux. Et si on dépense 3 points, on a résistance, détermination, plus 1 sur nos jets d'attaque, et l'armure de l'unité est augmentée de 1 au corps à corps, comme au tir. Jusqu'à notre prochain tour. Ces effets-là, la résistance, les bonus à l'attaque ou à l'armure, persistent pendant le tour adverse également. C'est pour ça que ça reste quand même très intéressant de dépenser un maximum de points. C'est juste qu'il va falloir gérer cette réserve.
Donc c'est une unité de 4 gardes. Je suis pas fan des unités de 4 gardes en général, mais grâce à résistance, ça les rend quand même intéressants. Et puis c'est sympa comme gestion d'unités, les points fureur, etc. Ça va forcer votre adversaire à jouer autour de cette unité qui, si on la laisse faire, est extrêmement forte. Et donc laisser un peu de place à votre bande. Alors lui, il est recrutable par très peu de monde. Les Vikings, les Hibernaux nordiques et les Russes païens. Mais ce sont des factions qui bénéficient bien de ce genre de personnages. La troisième unité de mercenaires, c'est un héros, Egil Skallagrimson. Donc c'est un poète islandais, composé d'une seule figurine. Alors il coûte 1 point. Il a une armure de 6 au corps à corps comme au tir, donc c'est vraiment un gars costaud. Une agressivité seulement de 5, mais avec une arme lourde, ce qui compense quand même pas mal. Il a les règles présence, détermination et résistance, ce qui est très bien. Et ensuite, sa règle principale, le Skald, elle nous permet de relancer un de nos dés-sagas inactifs à chaque phase d'ordre. Donc voilà, c'est très bien, ça nous donne plus de souplesse dans la gestion de nos dés-sagas. Moi je l'aime beaucoup. C'est simple et efficace, et en plus grâce à ses bonnes statistiques, c'est pas un élément perdu, quoi. Voilà. C'est très bien. Il a une autre règle que je trouve pourquoi pas, mais sinon pas tellement un peu moins importante. On peut, à la fin de la phase d'ordre ennemi, retirer une fatigue sur une unité ennemie. Voilà, une seule fois, à chaque fin de phase d'ordre ennemi. Et si on le fait, la première activation de cette unité, durant la phase d'activation, doit être une charge. Donc on va obliger l'adversaire à nous charger. Alors, j'ai dit que c'est moins important, mais en fait c'est très bien quand même si on est face à des archers ou à ce genre de choses, où on peut soit empêcher l'adversaire de nous tirer dessus, parce qu'il n'a pas envie d'activer son unité pour une charge avant de nous tirer dessus. Ça serait beaucoup trop négatif pour lui. Et sinon, on va l'obliger à nous charger. Et là, il va morfler. Donc on peut soit paralyser totalement une unité, soit l'obliger à faire n'importe quoi ou à prendre des risques. Voilà. Bon, alors évidemment, il faut que l'unité adverse ait déjà une fatigue, mais ça peut nous faire gagner un tour. Alors que bien souvent, on va utiliser les fatigues pour gagner un point d'armure. Donc là, la fatigue peut être bien mieux utilisée. Voilà. Alors, Egil, il est employable par 3 factions, les anglo-saxons, les vikings et les hibernaux nordiques. Voilà. Il y a des factions qui sont plus favorisées que d'autres en termes de mercenaires, mais ça s'équilibre peut-être un peu par la suite. Donc voilà, il est très bien dans les 3 factions également. Ça fait un héros qui joue de la musique. Donc ça c'est pareil, en termes de figurines, vous pouvez mettre quelque chose de sympa sur la table. Ensuite, les Galgaedil. Donc c'est une unité de 8 guerriers en équipement standard qui coûte 1 point. Ils ont pas mal de bonus, alors il faut bien tenir compte de la fac parce qu'ils ont pris quelques coups en travers des dents. Des coups plutôt justifiés, je pense. Donc voilà, ça c'est plutôt bien, je pense que les développeurs sont quand même à l'écoute de la communauté dans certains points. Enfin, en général, je pense que c'est bien. On ne peut pas faire parfait au premier jet tout le temps. Donc voilà, c'est à ça que ça sert aussi. Donc ces guerriers, quel bonus ils ont ? Ils sont 8, ils ont un équipement standard, et lorsqu'ils chargent, ils doublent leur agressivité. Donc lorsqu'ils chargent, ils ont une agressivité de 2 au corps à corps. C'est très bien. Ça fait 8 dés d'attaque bonus cadeau. Donc ça se prend.
Par contre, cette unité ne peut être activée qu'en premier. Si vous avez déjà activé une unité pendant le tour, vous ne pouvez plus les activer. Si leur activation est annulée de quelque manière que ce soit, par exemple par l'emploi d'une fatigue qui peut les empêcher de charger, ça fait qu'ils ne pourront pas être activés ce tour-ci. Voilà, encore un petit défaut, ils ne peuvent pas se reposer s'ils ne sont pas épuisés. C'est quand même dur ça, parce que leur fatigue va être facilement utilisable du coup, pour les empêcher de charger. Ils ne peuvent pas serrer les rangs. Ça, c'est un peu dur aussi, mais bon, on voit bien que les gars sont des gars agressifs plutôt. Ils vont être là pour faire leur grosse charge. Par contre, leurs activations sont toujours gratuites. Donc en fait, même si on nous annule notre activation en utilisant des fatigues ou quoi que ce soit, eux, ils sont super autonomes grâce au fait d'avoir que des activations gratuites. Donc voilà, c'est très bien pour les repos et ce genre de choses. Néanmoins, dès qu'on va se retrouver avec deux qui vont être épuisés, ce qui va forcément arriver, étant donné que ils ne font que charger l'ennemi pour le massacrer et mourir au combat, eh ben, ça va nous faire accumuler des fatigues sur cette unité. Et ensuite, une autre règle, et là c'est le summum de l'unité suicide finalement, c'est que les Galgaidil infligent à l'unité ennemie, après que les deux unités lancent des attaques, à saga c'est simultané, un nombre de touches automatique égal à la moitié du nombre de touches qu'ils ont subies. Donc si l'adversaire nous cogne fort dessus, on va lui répondre fort. Par contre, ça aussi, ça a été fac, parce que ça aurait pu être vraiment n'importe quoi. Voilà, même si la première règle qui a été faquée, donc la règle de sauvagerie, c'était plus une précision qu'autre chose. Là, c'est un nerf réel qui évite des abus comme le fait de charger avec un seul de ses guerriers et de générer un nombre d'attaques exubérant. Donc, on inflige un nombre de touches automatiques égal à la moitié du nombre de touches qu'on a subi, mais qui ne peut pas dépasser la moitié du nombre de figurines présentes dans l'unité. Donc, si on a 8 figurines, on peut faire 4 touches automatiques maximum. Si on en a 7, 4 aussi. 5 ou 6, on va faire 3 touches, etc. À condition d'en avoir subi 8 ou un certain nombre. Donc c'est très bien, ça fait vraiment des unités suicides impeccables dans le bon style viking, quoi. Voilà. D'ailleurs, en termes de recrutement, ils peuvent être recrutés par les anglo-saxons, avec qui je ne leur trouve pas trop d'intérêt à cause de la façon dont... quoi que si, en fait. Si, en fait, ils vont bien, étant donné qu'ils s'activent gratos, pourquoi pas. Je peux faire une unité différente pour les anglo-saxons. Avec les vikings, ça fera une unité suicide supplémentaire qui n'a pas besoin du plateau avancé des vikings. Les hiberno-nordiques, très bien. Les irlandais, pourquoi pas. Les Scots également. Voilà. C'est pareil, un peu comme toutes les unités de mercenaires. En général, c'est pas une mauvaise idée. Ils sont plus forts que les autres et c'est juste les contraintes en points et qui vont faire que vous en prendrez ou pas. Il faut vraiment qu'elles apportent une sacrée différence. Celle-là, le problème, c'est que tant au niveau des points de survie que de points de massacre, c'est une unité qui a pour vocation de mourir, donc il faut quand même s'attendre à la perdre. Donc il faut qu'elle ait embarqué plus que ce qu'elle a coûté dans la manœuvre. La 5e unité de mercenaires maintenant, les cavaliers bretons. C'est une unité composée de 8 guerriers à cheval avec des javelots qui coûtent 1 point. Donc déjà, cheval et javelot, c'est très bien en termes de polyvalence. Elle a une règle spéciale qui est très 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 bonne selon moi, peut-être la meilleure règle de mercenaire du supplément. C'est que chaque unité
enfin, toute unité qui va subir une fatigue à cause d'un tir des cavaliers bretons va subir une fatigue à la fin de ce tir. Voilà, donc autant vous dire que vous allez essayer de vous prémunir au maximum des tirs de cavaliers bretons parce que c'est le summum du harcèlement, quoi. Il y a d'autres unités de harcèlement, mais là on est vraiment dans le top du top. Et en plus de ça, elle a une règle de défense qui fait que lorsqu'elle est engagée dans un corps à corps, elle peut subir de son propre chef de fatigue à la place de déclencher une capacité saga. Voilà, de toute façon, elle n'a pas accès aux capacités avancées, donc mis à part le bonus de combat, il n'y a pas grand-chose. Cette unité peut subir 2 fatigues, à condition d'en avoir toujours moins de 2, donc vous pouvez faire ça si vous avez 0 ou 1 fatigue. Et défausser tous ses dés d'attaque pour forcer l'unité adverse à défausser tous ses dés d'attaque. Voilà, donc vous allez annuler le corps à corps intégralement. Alors attention, parce que si vous avez 0 ou une fatigue, quoi qu'il arrive, vous allez subir 2 fatigues. Donc même si vous en avez 0, le corps à corps va être résolu avec aucun lancer de dés, mais le corps à corps va avoir lieu et vous allez vous retrouver épuisé à la fin de ce corps à corps. Bon, après ça permet de faire subir une fatigue à l'unité adverse pour rien. L'adversaire aura dépensé ses dés parce que un des sagas pour activer son unité vous chargez, donc c'est utile. Moins vous vous en servez, mieux vous vous portez. Le but c'est surtout le harcèlement, la distribution de fatigue adverse, qui est une ressource cruciale dans saga, donc en fait le fait de pouvoir en distribuer va vous apporter énormément d'avantages. Ces cavaliers bretons peuvent être recrutés par 3 factions seulement. Bon, vous doutez que dedans il y a les Normands, les Anglo-Danois et les Carolingiens. Donc avec les Anglo-Danois c'est la folie, parce que c'est déjà un plateau qui joue beaucoup sur la fatigue, et ça permet d'en apporter encore plus. Et surtout qu'ils n'ont pas de cavaliers, donc c'est top. Avec les Carolingiens, pourquoi pas, et avec les Normands, surtout si vous jouez breton, là c'est top en fait, parce que c'est mieux que ce que vous avez. Et voilà, c'est juste votre unité en mieux, mais qui ne peut pas bénéficier des capacités. Donc voilà, avec le côté breton des Normands, c'est top. Même avec l'autre côté, parce que vous allez jouer beaucoup de cavalerie, donc ces gars-là vont pouvoir tourner autour de vos gros groupes de cavaliers et distribuer des fatigues pour faciliter les combats, faire quelques pertes de grappillage. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est une super unité, quelle que soit la faction dans laquelle vous la prenez. Bon, après, elle est accessible qu'à 3 factions. La 6e unité de mercenaires, ce sont les mercenaires flamands. Donc une unité de 8 guerriers pour 1 point. Ça, c'est du fantassel lourd. Donc ce sont des guerriers qui ont une armure de 5 au corps à corps et au tir, avec un équipement standard. Donc ils ont une armure de garde pour des guerriers, ce qui est fabuleux. Par contre, ils ont une distance de mouvement et de charge de C. Donc voilà, ils réduisent leur mouvement de moitié pour gagner 1 point d'armure au corps à corps et au tir. Ce qui peut valoir le coup, suivant votre stratégie. Ensuite, elle bénéficie d'un couvert solide grâce à ses grands boucliers, quand elle est la cible d'un tir ou d'une charge. Donc en fait, elle est toujours considérée comme étant à couvert solide. Ce qui est apporté par le fait de pouvoir serrer les rangs normalement. Ils l'ont pris en compte. Donc si on serre les rangs avec cette unité, on peut relancer tous nos dés de défense. Donc on est en couvert solide, on relance des dés de défense. Ce qui fait que c'est une unité très solide. Et même si on n'a pas l'initiative des charges, il va falloir venir les chercher au corps à corps. Et au tir aussi, parce qu'en fait, au tir, on va défendre à
avec les bonus du couvert solide, quoi. Donc le gars va avoir beaucoup de mal. Alors il peut, voilà, juste se contenter de les ignorer à cause de leur mouvement de tortue, peut-être. Ça va pas l'affecter. Par contre, eux aussi ont été fac. Là, j'étais un peu surpris parce que je les trouvais, je trouvais que la perte de mouvement était déjà un coup de frein suffisant, mais bon, il y a des gens qui ont dû tester et faire des retours dans ce sens qui leur voilà qui les ont desservis. C'est que on ne peut les activer plus d'une fois par tour. Voilà. En tant que propriétaire, on ne peut dépenser qu'une seule fois une des sagas pour les activer. On ne peut pas les activer plus d'une fois par tour. Voilà. Ce qui les restreint quand même beaucoup, en fait. C'est une unité qui va se déplacer de C une fois par tour. Donc, les mettez pas trop loin. Sinon, ils n'y arriveront jamais. Enfin, en tout cas, c'est une chouette unité. Les mercenaires flamands peuvent être recrutés par les Normands, les Anglo-Danois, les derniers Romains et les Carolingiens. Alors, chez les Normands, je vois pas trop d'intérêt. Chez les Anglo-Danois, par contre, j'en vois bien. Parce que, ben voilà, ils emploient beaucoup de guerriers standards. Et eux, c'est une version améliorée du guerrier standard. Contrairement aux Galgaedil, ceux-là, vous risquez de les garder jusqu'à la fin de la partie. Parce qu'ils sont quand même costauds. Chez les derniers Romains, ça peut être très bien pour réorienter les charges, notamment. Parce que c'est pas une capacité qu'on active directement sur eux. Donc, voilà, on l'active sur une unité ennemie. Donc, ils peuvent très très bien servir de paratonnerre à vos lignes d'archers. Puis chez les Carolingiens, c'est bien aussi si vous choisissez de faire une bande orientée fantassin. Parce que ce sont des fantassins améliorés. Donc ça fera une unité supplémentaire et meilleure qui va avancer avec le reste des troupes. Voilà. C'est bien en somme. Seconde double page de mercenaires avec les cavaliers orientaux qui sont des guerriers à cheval équipés d'arcs composites. Donc 8 figurines pour 1 point. Ils ont un petit malus pour commencer. Leur agressivité au corps à corps et au tir est de 1,5. Voilà, contrairement à l'agressivité de 1 classique chez les guerriers. Ensuite, c'est que des bonus. Donc, ils ont une distance de mouvement de 3M au lieu de L ou de M. Voilà, donc ça c'est très bien. Alors, il est précisé que si vous subissez une réduction de mouvement, votre distance de mouvement n'est pas de C plus M, c'est juste C, quoi, voilà. Mais sinon, ça vous octroie 50% de mouvement supplémentaire. Donc c'est bien, c'est flexible en plus grâce aux 3 réglettes. Voilà, très bien. Ensuite, une capacité défensive qui permet, durant un corps à corps, de transformer ces dés d'attaque en dés de défense. Donc vous n'allez pas faire de mal à l'ennemi, mais vous allez mieux survivre pour mieux lui tirer dessus ensuite. Voilà. Donc leur vocation n'est pas le corps à corps, mais plutôt le tir. Donc c'est une capacité pertinente avec cette unité. Et puis une dernière capacité, là c'est offensif. Ils peuvent relancer les 1 sur leur dé d'attaque, au tir uniquement. Donc voilà, ça fait des très bons harceleurs, des très bons tueurs de levée, de fond de table adverse. Voilà. Ils vont aller très vite sur eux pour leur tirer dessus. Alors ils subissent bien les tirs aussi, mais c'est quand même intéressant. Et puis tant que l'adversaire s'occupe d'eux, il s'occupe pas de quelqu'un d'autre. Donc moi je trouve qu'ils valent le coup. C'est l'unité qu'on peut recruter 3 fois dans une bande légendaire chez les Russes. Mais sinon, cette unité peut être recrutée chez les derniers Romains, chez les Russes sans la bande légendaire, et chez les Carolingiens. Donc les derniers Romains, pourquoi pas en fait, ils ont déjà accès au cheval et à l'arc composite. Eux, ça fait cheval à arc composite amélioré. Déjà que les autres bénéficiaient pas du plateau avancé, autant prendre eux en fait. Donc voilà.
Après, les autres n'avaient pas déjà beaucoup d'intérêt. Donc, mais enfin, eux, grâce à leur panel de règles spéciales, ils sont déjà bien plus intéressants. Ensuite, chez les Russes, ça peut être utile. Vu que vous maîtrisez déjà pas mal le terrain, eux, ils ont des bons déplacements, ils peuvent jouer sur ça et harceler l'adversaire. Ils vous donnent un accès à la cavalerie chez les Russes. Ça, c'est pas négligeable non plus. Chez les Carolingiens, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si vous faites une bande plutôt montée, ça peut faire un truc monté en plus. Ou alors, au contraire, si vous faites une bande plutôt piéton, ça peut vous apporter une unité montée assez autonome qui peut faire des choses dans son coin. En tout cas, c'est pas des mauvais. Ensuite, juste en dessous, les moines vindicatifs. Alors, eux, c'est très, très particulier. C'est une unité de levée qui coûte 1 point, donc 12 figurines. Ils sont désarmés, ce qui fait que ils ont une valeur d'armure réduite de 1. Donc ils ont seulement 3 d'armure au corps à corps comme au tir, sans avoir d'arme de tir. Voilà, c'est pas terrible. Mais c'est pas pour le combat qu'on les prend en fait. C'est pour leurs règles. Donc la règle martyr qui fait que à chaque fois qu'une figurine de cette unité meurt, on peut prendre un des sagas, le lancer et l'ajouter à notre plateau. Donc voilà. Si on en perd plusieurs d'affilée, on peut faire ça plusieurs fois d'affilée. Bon, au bout d'un moment, on va plus avoir assez de sagas s'ils se prennent une grosse charge de cavalerie, mais en tout cas, c'est là. Ça peut nous permettre de réorganiser notre plan. Juste en dessous, nous avons les moines vindicatifs. Pour 1 point, nous avons 12 figurines. Ce sont des levées qui sont désarmées. Alors, être désarmé, c'est un désavantage conséquent, étant donné que vous avez 1 de moins en armure au corps à corps comme au tir. C'est pas négligeable, c'est assez nul. Surtout qu'ils n'ont pas d'armes de tir. En général, bon, les archers ont ce malus, mais ils ont des arcs en contrepartie. Là, non, eux, ils n'ont rien du tout. Et bon, on les prend pas pour le combat, en fait. On les prend pour qu'ils se fassent tuer. Et donc, quand ils se font tuer, chaque fois qu'une figurine de cette unité est retirée comme perte, vous pouvez prendre un des sagas, le lancer et l'ajouter à votre plateau. En plus de ça, vous pouvez retirer une fatigue sur une unité qui se situe à C des moines. Donc ça va quand même vous obliger à jouer assez paquet autour des moines. Bon, après par contre, quand ils vont prendre une grosse charge de cavalerie de 8 gardes, enfin, ou même de piétons, mais bon, qui va complètement les atomiser en un tour, vous n'allez pas avoir ni assez de fatigue à défausser, ni assez de sagas à lancer. Donc il va falloir bien les gérer, les exposer, mais pas pour rien, parce que sinon vous allez les perdre et vous allez avoir aucune contrepartie. Une fois que cette unité est éliminée entièrement, donc quand vous retirez la dernière figurine, vous pouvez défausser toute la fatigue du reste de votre bande. Voilà, eux, ils ont un but clairement de mourir, ce qui est dommage pour une unité de mercenaires, parce qu'elle va donner plus de points à votre adversaire, surtout en point de massacre. Après, en point de survie, ouais, quoi que si, enfin. C'est juste qu'elle rapporte moins de points de survie, donc sa mort est moins grave avec les points de survie, mais c'est une perte systématique. Enfin, ça sert à équilibrer les mercenaires. Alors ils sont ni trop forts ni pas assez, c'est très particulier, il faut avoir un plan de jeu qui tourne autour d'eux pour les jouer. Ce qui est bien parce que ça peut renouveler l'intérêt totalement d'une bande. Donc ces moines vindicatifs peuvent être recrutés chez les anglo-saxons, les gallois, les normands, les anglo-danois, les derniers romains, les irlandais et les scots. Donc, je trouve qu'ils n'ont pas trop d'intérêt dans les bandes qui font, comme les gallois, qui vont jouer assez dispersés parce que on ne bénéficiera pas au maximum de ça. Par contre, chez les derniers romains, par exemple, ils sont super, étant donné qu'on va jouer très très paquet, qu'on va avoir
accumuler un certain nombre de fatigues, qu'on peut les sacrifier pour enlever les fatigues de nos unités et ce genre de choses. Donc voilà, c'est très bien. Ils sont bien chez les anglo-saxons parce que ils sont 12 et donc ils s'activent très facilement, comme la plupart des unités anglo-saxons. Et après, vous pouvez leur trouver un intérêt dans énormément de bandes. Voilà. Les guerriers errants. Les guerriers errants donc, sont une unité composée de 8 figurines. Ce sont des guerriers pour un point, équipés soit en équipement standard, soit avec des armes lourdes, à votre choix. Ils ont une règle spéciale sans attache qui fait que lors de la première activation de son tour, de l'activation des guerriers errants, elle peut récupérer une fatigue d'une unité amie située à très court. Voilà, donc la transférer de cette unité vers elle, ou alors transférer une de ses fatigues vers une unité amie à très court. Voilà, ça peut permettre de faire des activations multiples assez facilement avec les guerriers errants ou avec une autre unité. On peut se servir d'eux comme réserve de fatigue, entre guillemets, pour la gestion de celle-ci sur notre bande. Donc c'est assez chouette. Et puis on n'a pas forcément besoin de jouer paquet parce que on peut faire ça avant la résolution de notre première activation. Donc si on a déjà joué avec nos autres unités, il suffit d'en mettre une à côté d'eux pour faire ce transfert au moment où on va les activer à eux. C'est assez intéressant et un petit peu subtil à jouer, puisque très court, c'est quand même pas trop permissif en termes de placement. Elle a un bonus pour le combat. Au début, lorsqu'on constitue la réserve de combat, elle aura un bonus de 2 dés d'attaque et de 2 dés de défense par fatigue présente sur elle. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est relativement résistante à la fatigue, enfin, ou du moins qu'elle la subit beaucoup moins que les autres, parce que ça augmente et son attaque et sa défense. Voilà, donc vu que la fatigue peut être utilisée pour baisser l'une de ces deux caractéristiques, en tout cas, ça ne baissera pas les deux. Enfin, ou alors au prix de 2 fatigues, on aura déjà accumulé 4 dés de chaque. Donc c'est très bien. Et même en étant épuisé, cette unité peut se battre convenablement. Ensuite, encore une façon de jouer sur la fatigue. Lorsqu'ils exploitent la fatigue adverse, ils réduisent l'armure adverse de 1 et ils augmentent la leur de 1. Donc ils cumulent les deux effets de l'exploitation de fatigue. Ça, c'est super fort. Ça les rend bien au-delà, bien au-dessus des unités classiques. Voilà. Donc c'est juste des guerriers classiques bien améliorés, voilà, avec une meilleure utilisation de la fatigue adverse et une moins grosse pénalité lorsque elle-même en subit. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle est recrutable par beaucoup de bandes, cette unité. Les anglo-saxons, les gallois, les normands, les vikings, les anglo-danois, les derniers romains, les irlandais et les scots. Et que elle est pertinente à peu près partout en fait. Sauf chez les anglo-saxons, je pense qu'ils ont du mal à l'activer, fait qu'ils soient 8. Mais sinon, à peu près partout. Allez, peut-être pas chez les Normands non plus, parce que j'ai du mal de recruter des mercenaires hors cavalerie chez les Normands, ou hors tireurs, quoi. Donc voilà, à part ça, à mon avis, ils sont très très bons partout. Dernière unité de la page 66, les éclaireurs. Les éclaireurs sont une unité composée de 8 figurines pour 1 point. Alors il faut faire attention parce que ce sont des levées. Vous pouvez les équiper au choix d'arc ou de javelot. Bon, si vous avez écouté quelques-unes des vidéos que j'ai fait précédemment, vous savez mon désamour pour les levées équipées de javelot. Donc je les
je les équiperai systématiquement d'arc, personnellement. Ces unités possèdent quelques règles spéciales qui sont très très bonnes. La première étant mobile. Vous pouvez activer ces éclaireurs. La première activation de mouvement est gratuite pour eux. Et en plus de ça, qui est même la meilleure des deux règles à mon avis, tous les terrains accidentés sont considérés comme du terrain découvert et tous les terrains dangereux sont considérés comme des terrains accidentés. Ce qui est très 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 bien en termes de mobilité. Et de plus, la règle principale pour laquelle on va les prendre, c'est que si ces éclaireurs sont intégralement dans un terrain accidenté ou dangereux, toutes les autres unités de leur bande, donc de notre bande, étant donné que ce sont les nôtres, considèrent ce terrain comme découvert si c'était un terrain accidenté ou accidenté si c'était un terrain dangereux. Donc ça c'est fantastique en fait, particulièrement pour les bandes axées sur la cavalerie ou ce genre de choses. Ces gars-là vont se mettre dans un terrain et ouvrir la voie à tous vos cavaliers. Donc c'est fantastique. Ensuite c'est pour ça qu'on les prend, mais ils se payent le luxe d'avoir une règle supplémentaire. C'est que chaque fois qu'une unité ennemie finit une activation de mouvement à M des éclaireurs, ces derniers peuvent être activés gratos pour un mouvement. Voilà. Donc ils peuvent s'enfuir pour se mettre hors de portée d'une charge ou de ce genre de choses si l'ennemi est proche de nous, ou alors même en fait, et là c'est un peu plus vicieux, mais en avançant, on n'est pas forcément capable d'atteindre les terrains accidentés que l'on voudrait transformer en terrain découvert. Mais si l'adversaire s'approche de nous, il va nous permettre de faire un mouvement pour dégager la voie, pour qu'ensuite, à notre tour, nos cavaliers puissent passer et lui rentrer dedans. Donc l'adversaire devra en tenir compte. Bon, après, évidemment, tu perds 4 figurines de levée pour le point, donc... mais ils permettent des choix stratégiques vraiment, vraiment exceptionnels, quoi. Donc ils sont très bons. Sur la page suivante, la page 67, donc il y a une seule unité de mercenaires décrite, Gunnar et Njal, qui coûtent 2 points et qui seront représentés par 2 figurines, donc 2 unités de 1 héros. Voilà. Ça fait quand même 2 unités, c'est pas mal. Bon, 2 points, c'est assez cher. Le premier, Njal, qui nous fait générer 2 dés sagas, qui a une armure de 5 au corps à corps comme au tir, et une agressivité de 4 seulement. Règle spéciale, nous sommes à vos ordres et résistance. Bon, déjà nous sommes à vos ordres, ça fait une activation supplémentaire gratuite, donc bon, c'est pas si mal. Et la règle sagacité, qui fait que lorsqu'une unité s'active à M de Njal, donc de lui-même, avant que cette activation soit résolue, on peut défausser une fatigue adverse pour annuler l'activation. Donc une au lieu de 2. Voilà. C'est pas mal, mais après ça nous prémunit ni du tir à longue portée, enfin de tout ce qui se passe à longue portée, ça nous prémunit pas. Donc c'est particulier. Enfin en tout cas c'est là, et ce gars nous apporte quand même quelques trucs, même s'il va bien souvent rester en fond de table. Le second, Gunnar, qui est plutôt le guerrier des deux, ne génère pas de dés sagas. Bon, son copain en génère 2, ça compense pour les 2 points qu'il nous coûtent. Il a une armure de 4 au corps à corps et de 5 au tir. Une agressivité de 6 au corps à corps et de 4 au tir. Bon, c'est correct étant donné qu'il est équipé de javelot. Il a la règle spéciale détermination, ce qui fait qu'il est aussi assez autonome. Donc au final, malgré le fait que ces gars-là nous coûtent 2 points, il ne coûte pas tant de dés que ça pour jouer. Voilà, ils sont assez autonomes entre eux. Même si le premier n'a pas de détermination, il faut quand même le noter. Il a lui aussi la règle résistance, comme beaucoup de héros. Il a une règle de... Et lui, il a une règle d'amélioration au corps à corps,
c'est que, pas au corps à corps, au combat en général, chaque dé d'attaque qui va générer un 6 ou plus, parce qu'évidemment on peut augmenter ça, infligera 2 touches au lieu d'une, et chaque jet de défense qui fera 6 ou plus annulera 2 touches au lieu d'une. Donc c'est un très bon combattant. Voilà. Il n'y a rien à dire, il est simple et fort. Ensuite, il y a 2 règles spéciales qui s'appliquent aux 2 héros. Donc, la première, c'est la vengeance. Au début de la partie, on peut choisir un héros de la bande adverse, bien souvent son seigneur. Et donc, pendant les combats, au corps à corps ou au tir, les 2 héros, Njal et Gunnar, bénéficieront d'un bonus de +1 à leur dé d'attaque contre ce héros. Par contre, si le héros qu'on a choisi n'a pas été éliminé à la fin de la partie, Gunnar et Njal sont considérés comme éliminés. Donc là, c'est vraiment, vraiment pénalisant parce qu'on va perdre les points pour 2 unités éliminées, pour 2 héros éliminés, plus le fait que ce soit des mercenaires. Donc là, c'est jackpot. En fait, si vous ne réussissez pas à faire ça, ça peut largement vous coûter la partie. Et une autre règle, lorsque l'un des deux est éliminé, l'autre défausse toutes ses fatigues. Voilà. Ça, c'est bon, pourquoi pas. Voilà, c'est une unité rigolote, mais assez faible, je trouve. Ils peuvent être recrutés par les Vikings, les Hiberno-Nordiques et les Irlandais. Ouais, voilà, je sais pas, je suis pas hyper fan. Après, dans ces bandes-là, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi, ça va bien, quoi. Vikings, les unités suicides, les hibernaux, bon, ben, ils ont la réserve de combat. La réserve de combat, on peut la mettre sur les mercenaires, même s'il faut la remplir avec d'autres unités. Et les Irlandais, ben, eux, ils ont des bonus en fonction du nombre de héros qu'ils ont. Donc à la limite, ils peuvent remplacer les Q-Red. Mais bon, coûte un point de plus. Est-ce qu'ils sont vraiment pertinents? Je sais pas. Enfin, j'ai un doute. Voilà. Je pense pas qu'ils puissent aller en complément des Q-Red parce que sinon ça nous ferait 3 points de héros. Donc après, ça nous fait beaucoup de héros sur la table hein, avec détermination et tout ça. Donc ça peut être fun, mais bon, je suis pas sûr que ça soit top top. En tout cas, ils sont là et voilà. C'est bien qu'il n'y ait pas que des unités dégénérées en tant que mercenaires. Parce que sinon, ça serait n'importe quoi, même si on a vu qu'il y en a quand même beaucoup des biens. Page suivante, le barde errant. Alors là, il apparaît pas dans le tableau. Du coup, il y a 2 interprétations. Soit il est utilisable par personne, soit il est utilisable par tout le monde. Étant donné qu'il est là et que je suis en train de décrire tous les mercenaires, je vais considérer qu'il est utilisable par tout le monde. De toute façon, il est pas fabuleux. Enfin, en tout cas, il est là. Donc, il coûte 0 points. On peut l'inclure dans n'importe quelle bande, du coup. C'est une figurine de héros, composée d'une seule figurine, donc. Il ne génère pas de dés-sagas. Il a une armure de 3 au corps à corps et de 4 à distance, ou de 3 à distance s'il est monté à cheval. Ça va dépendre de votre seigneur. Si votre seigneur est monté, le barde est monté. S'il est à pied, le barde est à pied. Il est désarmé, c'est pour ça qu'il a une armure aussi faible. Il va apporter 2 règles, exploit et devoir. Donc, exploit, c'est les bonus. Il faut impérativement regarder la fac, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc ignorer ce qui est écrit sur le livre. En fait, exploit, tant que le seigneur a le barde errant en ligne de vue, il bénéficie de 3 bonus.
Ses activations de charge sont gratuites. Son agressivité est augmentée de 2 et il possède la règle résistance 2 au lieu de la règle résistance 1. Donc bon, tout ça pour 0 points, ça va impliquer quelques contreparties qui sont les devoirs. Alors, le premier, c'est qu'aucune de vos unités de garde, levée ou guerrier, donc ça n'impliquerait pas d'autres héros, ne peut charger une unité ennemie si elle constitue une cible légale pour votre seigneur. Donc votre seigneur, si votre seigneur peut charger une unité ennemie, il est la seule unité à pouvoir le faire légalement. Voilà, les autres unités n'ont pas le droit de charger si votre seigneur peut charger cette unité-là. Ensuite, lorsque votre seigneur est activé, s'il n'est pas épuisé, et qu'il y a une cible à porter, il doit charger obligatoirement. Donc ça, c'est limité en termes de choix de jeu. Bon, en fait. Ensuite, vous perdez la règle « Nous sommes à vos ordres ». Donc il va vraiment falloir envoyer le seigneur au charbon obligatoirement. Et détermination ne sert qu'aux activations de charge. Donc en plus, pour l'amener à porter et tout ça, vous allez devoir utiliser des sagas. C'est particulier. En plus de ça, votre bande ne peut pas inclure d'autres mercenaires ou d'unités légendaires. Voilà. Donc pour les combos et compagnie, c'est râpé. C'est très 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 particulier. Ça va vous obliger à envoyer votre seigneur crever au combat, clairement. C'est pas possible qu'avec de telles règles, votre seigneur survive à cette bataille. Ou alors, miracle. Il y a peut-être quelques seigneurs, grâce à leurs règles de faction, qui peuvent survivre. Comme l'anglo-danois, qui a des bonnes règles pour se battre. L'Irlandais, qui aurait ses curèdes avec lui, parce que ils peuvent charger à sa place. Donc voilà, ça va orienter, ça va changer tout à fait la composition des bandes. C'est très très difficile à jouer. Après, c'est très bien pour le fun si jamais vous jouez avec un pote et que vous imposez le barde chacun dans votre bande. Donc là, ça peut être rigolo. Mais je vois que des utilisations comme ça de ce gars-là. L'avant-dernier mercenaire, le prêtre, qui est une unité composée d'une figurine pour 1 point. C'est un héros qui, après fac, ne génère pas de dé-saga. Il possède une armure de 4 au corps à corps comme au tir. Il peut être monté à cheval si le seigneur est à cheval, ce qui réduit son armure de 1. Et il est désarmé, ce qui réduit ses capacités de combat. Désarmé, c'est +1 à l'armure de l'adversaire quand on se bat. Quand on se bat. Donc, autant dire que c'est pas une foudre de guerre, vu qu'il a une agressivité de 1 et qu'il est désarmé. Enfin, c'est un prêtre, un homme de Dieu, il n'est pas là pour le combat. Il est là pour soutenir. Il possède les règles détermination, résistance et garde du corps. Donc lui, ça sera plutôt une unité qui nous permet de bien gérer et nos dé-sagas et notre fatigue. Durant notre phase d'ordre, la première de ces règles spéciales, s'il n'est pas épuisé, on peut lui faire subir une fatigue pour modifier la face d'un de nos dé-sagas inactifs. Voilà, c'est très très bien pour gérer les dé-sagas. Par contre, une fois que c'est fait, on ne peut plus lancer de dé-sagas disponibles jusqu'à la fin de la phase. Voilà, ça évite de faire un dé rare pour le mettre sur la réserve d'activation et relancer les dés. Voilà. Ça permet juste d'avoir le dé qu'il nous faut pour déclencher la capacité que l'on souhaite.
Une autre de ces règles, l'inspiration. S'il n'a aucune fatigue, donc la première c'était s'il n'est pas épuisé, là il faut qu'il n'ait aucune fatigue, à la place de résoudre son activation, il peut récupérer une fatigue d'une unité amie située à C et la prendre pour lui. Voilà, ça peut nous aider, particulièrement sur le seigneur par exemple, pour le soulager d'une fatigue. Mais bon, après il faut quand même tenir compte qu'on pourra moins faire les autres trucs, etc. Bon, ensuite, il y a l'autre règle qui permet de combler ça. La méditation, c'est que lorsqu'il se repose, au lieu de retirer une seule fatigue, il peut retirer toutes ses fatigues. Par contre, il ne pourra plus être activé ce tour-ci. Voilà, donc c'est très bien. Il peut permettre de retirer des fatigues à nos unités importantes, mieux gérer nos dés sagas, et en plus de ça, de facilement évacuer toutes ses fatigues à lui. Bon, en contrepartie, il coûte un point, il ne génère aucun des sagas, et il ne sait pas se battre du tout. Il apporte quand même quelques trucs, pour le coup, c'est une autre façon de voir les choses. Est-ce que les quelques bonus qu'il apporte valent un point, valent le coup de se débarrasser d'un point de sa bande à son profit? Je ne sais pas. J'ai tendance à dire que non. Mais bon, je suppose que des gens ont un autre avis. Voilà, j'aimerais bien qu'ils me le donnent, parce que moi je trouve pas qu'il soit facile à rentabiliser. En tout cas, il est accessible pour toutes les bandes, sauf les Jomsvikings, qui eux n'ont accès à aucun mercenaire. De toute façon, c'est propre à leur faction. Donc voilà pour le prêtre, assez mitigé, j'arrive pas à voir vraiment son potentiel, ou alors il en a pas, mais j'ai un doute quand même qu'il soit totalement dénué d'intérêt. Donc j'aimerais bien avoir quelques retours à ce sujet-là de la part de personnes qui aiment bien le jouer. Un petit oubli de ma part, il a également la règle loyale. La règle loyale, ça permet qu'il soit considéré comme un membre de la bande au regard des capacités avancées de nos plateaux saga. Donc lui, il peut être joué tout à fait normalement avec notre plateau. Ça aussi, c'est très intéressant. La dernière unité de mercenaires, le champion personnel, qui est une figurine de héros pour 1 point. Après la fac, il génère un des sagas et non 0. Donc ça le rend quand même assez intéressant. Il a une armure de 5 au corps à corps comme au tir. Une agressivité de 6 au corps à corps et de 3 au tir. C'est légèrement moins bien que le seigneur, mais bon, ce n'est que le champion du seigneur. Et il a les règles détermination et résistance. Ce qui fait qu'il génère son dé saga et en plus il est autonome. Donc déjà sur ça c'est un rapport positif. Alors pour son équipement il y a une petite astérisque. C'est qu'il va avoir obligatoirement le même équipement que le seigneur. Donc il faudra modifier son armure en fonction. S'il a cheval, -1 au tir, s'il a une arme lourde, -1 au corps à corps, etc. Il possède la règle loyale que j'ai décrite pour le prêtre. Donc en fait, lui, c'est une unité de votre bande à part entière. Si vous jouez des Scots, c'est un champion Scot qui peut bénéficier de tout le plateau Scot, et etc. pour toutes les autres bandes. Donc c'est très bien. Il a une règle spéciale qui s'appelle protection. C'est-à-dire que si l'ennemi veut charger votre seigneur, mais que le champion est une cible éligible à la charge, il est obligé de charger le champion. Tant que l'ennemi peut charger le champion, il est obligé de le faire au lieu de charger le seigneur. Le seigneur n'est pas chargeable tant que le champion est là. Donc ça, c'est très très bien en fait comme
protection, c'est le nom de la règle, pour votre seigneur. Voilà, lui, il peut facilement rentrer en compétition et même la gagner dans beaucoup de cas avec une unité de 4 gardes qui servirait uniquement de chausson à votre seigneur. Voilà. Et ensuite, lien de sang qui fait qu'une fois par tour, quand le seigneur doit subir une fatigue, si le champion est assez du seigneur, et en fait très souvent ils vont être à côté pour bénéficier de la règle que j'ai dite au-dessus, protection, le champion peut subir la fatigue à la place du seigneur. Donc là c'est très très bien, voilà, c'est une des deux raisons qui fait qu'il va, je pense systématiquement, si je disais, gagner la comparaison avec l'unité de 4 gardes qui était là uniquement pour la règle garde du corps sur notre seigneur. Donc voilà, parce qu'il se bat très bien, un petit peu moins bien que les gardes, mais c'est pas grand chose. Et puis lui, tant qu'il est en vie, il a son potentiel maximum. Il a la résistance, et en plus de ça, voilà, il génère un dé et il n'a pas besoin de ses dés pour jouer, il a détermination. Donc j'aime beaucoup le champion. Il est accessible à toutes les bandes, sauf au dernier romain, qui, je ne sais pas, se trouve trop civilisé pour employer de telles pratiques. Et aux Irlandais, qui eux, en fait, ont déjà des champions particuliers dans leur faction. Donc ils n'ont pas forcément besoin de ce gars-là. Même s'il apporte des règles, notamment le lien de sang, qui est un peu différent. Enfin bon, en tout cas, c'est comme ça. Ils ont déjà leur propre spécificité. Je comprends que ils n'ont pas de champion personnel, étant donné que chez eux, les champions personnels sont différents. Et puis évidemment, les légions vikings, qui eux n'ont pas accès aux mercenaires du tout. Ce sont tous des champions. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur les mercenaires. Une vidéo que finalement j'ai pris pas mal de plaisir à faire. J'ai dû mieux lire toutes ces capacités, toutes ces unités particulières en détail. Ça a quand même fait évoluer mon avis sur ce point-là du jeu qui selon moi est déséquilibrant. Alors au début je le trouvais totalement déséquilibré, finalement pas tant que ça, même si je trouve que c'est assez difficile à gérer des unités qui sont accessibles quasiment à tout le monde. Alors le tableau tempère bien ça, sauf pour les cavaliers bretons en fait. Cavaliers bretons c'est exagéré. Tapis pour les aficionados. Mais eux, je trouve qu'ils n'ont pas assez de contrepartie par rapport à leur puissance. Bon, même si c'est pas les seuls, mais je les aime pas. La fatigue, c'est pas bien. Donc, voilà. Voilà, c'est bien. Ils peuvent être employés. Alors, les règles de base, même si elles sont faites pour être adaptées par les organisateurs de tournois ou d'événements, ou même par les gens qui font des parties amicales pour le plaisir de jeu des joueurs concernés. Je trouve que la limite de 50% de la bande en mercenaires, elle est bien trop haute. Donc j'aurais juste tendance à un petit peu la baisser, dans le sens où pour les parties à 4 points, on dirait 1. Les parties à 6 points, on pourrait dire 2. Et les parties à 8 points, on peut dire 3 points. Voilà. Ça doit pas être déconnant. Après, je suis pas sûr que les gens jouent en 5 points ou en 7 points, mais ça doit être faisable. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un jeu qui marche vachement au chiffre pair.
Donc ça fait pas cohérent de jouer à 5 ou 7 points. Voilà. La composition des unités, dans plein de choses, c'est ça. Ça revient toujours à un chiffre pair, donc je vois pas pourquoi on sortirait de ça. Ça a l'air de faire partie du jeu, quoi. Mais voilà, sinon, c'est des tout petits ajustements que je fais du chipotage dessus. Donc il faut pas en tenir compte. Voilà, en tout cas, je remercie les gens qui ont écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je sais pas combien de temps elle va durer avant d'avoir fait le montage, mais à mon avis, elle est assez longue. Bien plus longue que ce que je pensais. Alors, au revoir et à une prochaine fois.